Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Salut! On se retrouve pour notre 5e vidéo de correction des petites astuces, qui sera la dernière du semestre. Elle portera donc sur la régression, la corrélation, les biostatistiques, puisqu'on va corriger le concours blanc du E4, du 4 décembre, donc les QCM 9, 13 et 14. On commence avec le QCM 13, qui forme un exercice avec le numéro 14. Donc supposons un échantillon aléatoire de 4 firmes pharmaceutiques présentant les dépenses de recherche X et les profits Y suivants, en millions de dollars. Le but de l'exercice est de déterminer l'équation de la droite de régression linéaire, les conditions d'application étant remplies. Donc, que nous dit l'item A? L'équation théorique de la droite de régression linéaire avec alpha représentant la pente et y égale alpha plus bêta x plus epsilon. Donc, rappel de cours, le principe de corrélation-régression est de trouver un lien, une relation entre deux valeurs mesurées chez un même sujet, ayant ou non la même unité. Il faut donc connaître très bien la formule du modèle linéaire simple, qui est très importante, y égale alpha x plus bêta plus epsilon, avec y la variable à expliquer, donc le critère, et x la variable prédictive ou le prédicteur, ce qui fait que l'item A est faux. Item B. Dans cet exercice, nous avons B égale 45 moins 40A, avec A représentant la réalisation de alpha et B la réalisation de bêta. Donc la réalisation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la valeur expérimentale opposée à la valeur théorique ou attendue qui sont notées en lettres grecques. A, c'est le coefficient directeur, ou plutôt la pente de la droite de régression, et B, c'est l'ordonnée à l'origine de cette même droite. Du coup, rappel de cours, on a B égale Y moins AX. En fait, ça, on le retrouve avec la formule d'origine de la droite de régression. Or, d'après le tableau, en calculant les moyennes donc respectives de X et Y, on a moyenne de X, on obtient 160 sur 4, donc 40, et moyenne de Y, on obtient 200 divisé par 4, ce qui fait bien 50. On a donc B qui vaut 50 moins A fois 40, et pas 45. Item C. Nous obtenons alpha grâce à la formule alpha égale variance de X sur covariance de X, Y. Ça, c'est une formule ultra importante à connaître. Alpha, donc qui vaut la pente théorique, c'est covariance de X, Y sur variance de X, et pas l'inverse. Ce qui fait que l'item C est faux. Item D. Nous avons ici covariance de X, Y égale 25 et variance de X égale 50. Donc on utilise encore une formule, parmi tant d'autres. Des explications du professeur Muller. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Des explications du professeur Muller. Une covariance de X, Y, c'est en fait, on peut le dire grossièrement ou littéralement, c'est la moyenne des produits de X et Y moins le produit des moyennes de X et Y. Donc c'est une formule qui paraît un peu indigeste au premier abord, mais elle est assez simple à réaliser. Donc on calcule les variances à la moyenne. Donc nota bene, l'unité de covariance, c'est l'unité de X fois l'unité de Y. Du coup, la variance étant la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, on applique la formule variance de X, donc on calcule la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, qu'on divise par l'effectif, qui est 4. On obtient 50. L'item D est vrai. On a calculé la covariance qui valait bien 25 également. Item E, dans cet exercice, alpha vaut 0,5. On utilise la formule donnée en C, donc avec alpha égale covariance de XY sur variance de X. On a bien calculé la covariance et la variance dans l'item précédent. On obtient donc 25 sur 50 qui vaut bien 1,5. L'item E est vrai. On passe au QCM 14 qui est en fait un QRU de calcul. Donc à partir de cet exercice, l'équation de la droite de régression est, et là on nous donne 5 équations. Donc en A, Y égale 2x plus 30, c'est ce que vous obtiendrez si vous utilisez la formule alpha erronée de l'item D, de variance de X sur covariance de XY, donc l'item A est faux. En B, on a 0,5 plus 30x, qui est obtenu en fait si on prend la formule de Y, donc de la droite de régression qui est donnée dans l'item A, mais qui est fausse également. Item C, Y égale 0,5x plus 25,
Pareil, elle est obtenue si vous vous trompez au niveau du résidu, de l'ordonnée à l'origine bêta, qui vaut en fait 50 moins 40A et pas 45 moins 40A. Item D, donc Y égale 0,5x plus 30. On a donc B qui vaut bien 50 moins 40 fois 0,5, ce qui fait 30. Et on avait calculé alpha dans l'item E du QCM13. Donc l'item D est vrai. L'item E est également faux. Il est obtenu si bêta vaut 45 moins 40A et si alpha vaut variance de X sur covariance de XY. Donc faites attention à tous ces pièges. Donc on a bien dit que l'item D était vrai. On passe au QCM suivant, donc qui est le QCM 9. Donc dans le cadre de la prévention anti-tabac, il est montré une vidéo sur les effets du tabac sur le corps à une classe de 20 élèves de terminale. On mesure la consommation journalière du nombre de cigarettes chez 6 fumeurs, avant et 1 mois après la diffusion de la vidéo. On souhaite savoir si la vidéo a un effet sur la consommation de tabac. On a donc les réponses qui sont résumées dans ce tableau. Donc le nombre de cigarettes consommées avant et après le visionnage de la vidéo. Item A et item B, donc on pourrait effectuer un test déraciné de Wilcoxon, et l'item B nous dit qu'on pourrait effectuer un test de student. Donc on a résumé les différents tests en fonction des conditions que vous avez. Donc comparaison de moyenne observée, donc ça c'est les tests paramétriques. Donc à une moyenne théorique, si on connaît la variance et qu'on a homoscédasticité, donc égalité des variances entre les résidus, un effectif supérieur strictement à 30 et une distribution en loi normale, c'est le test Z. Et pour tous les autres, en ce qui concerne les tests paramétriques, donc si on a les trois conditions homoscédasticité, n égale 30, n supérieur à 30 et loi normale. Si on ne connaît pas la variance, si c'est sur 2 séries appariées ou sur échantillons indépendants, ce sera toujours un test de student. En revanche, si on a un test non paramétrique, c'est-à-dire une inégalité des variances, donc l'hétéroscédasticité, ou un effectif inférieur strictement à 30, ou pas de loi particulière pour la distribution, on utilise donc, sur échantillon indépendant le test de Mann-Whitney-Wilcoxon, et sur échantillon apparié, le test des rangs signés de Wilcoxon. Donc ici, on mesure une moyenne sur le même échantillon, donc c'est ce qu'on appelle des échantillons appariés, mais l'effectif est inférieur à 30 puisqu'il vaut 6. Attention, il ne vaut pas 20. 20, ça concerne les élèves qui ont vu la campagne. 6, c'est le nombre de fumeurs parmi ces 20 élèves. Donc c'est un test non paramétrique. On utilise donc le test des rangs signés de Mann-Whitney-Wilcoxon. Item C et D, la statistique calculée vaut 1 ou la statistique calculée vaut 14. Donc ici, on réalise ce test de Wilcoxon. Donc on a le tableau. Méthode de correction. Donc en 1, on complète la colonne différence avant-après. Donc on fait le delta entre les deux colonnes et on les classe par ordre croissant en valeur absolue. Donc ici, on a fait 2 colonnes supplémentaires. On n'a pas rangé par ordre croissant vu qu'il n'y a pas énormément de valeurs, mais ça peut être beaucoup plus pratique si vous avez un nombre élevé de valeurs. Ensuite, attribuer les rangs par ordre croissant, moyenne pour les rangs ex aequo. Donc ici, on attribue un rang. Donc pour le positif, donc, on a plus 2 qui est le rang 1. On a moins 3 qui est le rang 2. Moins 5, les deux moins 5, donc on fait la moyenne des rangs 3 et 4, ce qui fait 3,5 pour ces deux valeurs. Et le moins 10 qui vaut 5. Et le 0 ne compte pas puisqu'on ne compte pas les différences nulles. C'est un point important à connaître. Donc ça ne rentre pas du tout en compte dans le calcul des rangs. Donc on attribue le signe de chaque rang. Donc négatif pour tous sauf pour le plus 2 qui est positif. Et enfin on somme les rangs positifs P et les rangs négatifs N. Donc la somme des rangs positifs ne vaut que 1 puisque ça concerne que la valeur plus 2. Et la somme des rangs négatifs, toutes les autres, on obtient N en fait qui vaut 14. Donc, en revanche, il faut calculer la statistique qui est le minimum entre P et N. La statistique donc, qu'on appelle T observé, c'est minimum de PN, et entre 1 et 14, c'est bien 1 qui ressort. Donc c'était l'item C qui était vrai et pas l'item D. Item E, sous l'hypothèse nulle, il y a autant de différences positives que négatives. Donc ici, on va en fait conclure le test. Donc la règle de décision pour le test de Mann-Whitney-Wilcoxon est un peu particulière, puisque le rejet de l'hypothèse nulle se fait si la statistique observée est inférieure à la statistique théorique. Et l'hypothèse nulle, en fait, c'est pas de différence. Donc ici, on a
une statistique observée de 1 et une statistique théorique de 0 qu'on retrouve en fait dans les tables statistiques. Donc je vous invite à regarder vos tables. Donc on a un non-rejet de l'hypothèse, puisque la statistique observée est supérieure à la statistique théorique. Il n'y a donc pas de différence, c'est ce qui correspond à l'hypothèse nulle. Et en fait, ça signifie que la campagne anti-tabac n'a pas significativement eu d'effet. Et donc l'item E est vrai. Voilà, on en a terminé pour cette dernière vidéo du semestre. On tient à vous encourager vivement pour le concours qui arrive bientôt. On espère que vous allez tout déchirer, mais on n'en doute pas du tout. Donc merci de votre attention pour ces 5 vidéos. On se retrouve en janvier. Retrouvez notre forum de questions sur tutoweb.net, notre page Facebook, lisez les infos s'il vous plaît, et le compte Twitter pour vous détendre un peu avant le concours. Pas de stress, tout va bien se passer, on croit en vous. Bisous!